Comme on peut le voir, déjà, on va voir que on a l'impression moi j'ai l'impression que lorsque je lis là, je lis une espèce de récit où la situation est désespérée. Il va parler de combat désespéré, que le brigadier britannique a eu 1 heure pour se rendre. Il a refusé l'offre. Donc là, on voit quand même le courage des Britanniques. Après, ils disent que 4 jours d'intenses combats dans les rues ont passé avant que le silence règne sur Calais. Il parle d'une résistance mémorable. Il parle de sacrifices qui n'ont pas été vains. Il parle d'une autre page à la gloire des divisions légères. Donc clairement, il y a tout ce qui fait la sauce d'un récit à succès. Puis on continue. Il dit, quand il y a une semaine aujourd'hui, j'ai demandé à la Chambre des communes de réserver cet après-midi pour prononcer une déclaration. J'ai craint qu'il ne soit de mon pénible devoir d'annoncer le plus grand désastre militaire de notre plus longue histoire. J'ai pensé, et quelques bons juges ont pensé la même chose que moi, que peut-être 20 000 ou 30 000 hommes pourraient être embarqués, mais tout portait à croire que l'ensemble de la première armée française et tout le corps expéditionnaire britannique au nord de la faille Amiens-Abbeville seraient à découvert et anéantis, ou récapitulés par manque de nourriture et de munitions. Telles étaient, il y a une semaine, les dures et difficiles nouvelles pour lesquelles j'ai convoqué la Chambre des communes et la nation pour qu'ils se préparent. Pendant la dernière année, tout le cœur, les racines et le cerveau de l'armée britannique ont semblé sur le point de périr sur le champ de bataille ou d'être menés dans une captivité ignominieuse et famélique. Donc là, on voit les allitérations, plus des périphrases qui visent à montrer que la situation est totalement désespérée. On va voir le corps expéditionnaire britannique serait à découvert et anéanti ou récapitulé par manque de nourriture et de munitions. L'armée britannique ont été sur le point de périr sur le champ de bataille. L'armée britannique ont été sur le point d'être menée dans une captivité ignominieuse et famélique. Puis ensuite, on peut voir son allitération avec j'ai demandé, j'ai craint, j'ai pensé, qui vise à montrer que c'est lui l'homme du pouvoir face à la situation. Mais après, ce qu'on remarque, c'est vraiment la situation désespérée. Donc entre les périphrases, l'allitération, puis le champ lexical du doute entre crainte, penser, quoi, tout ça nous montre une seule chose, à quel point la situation des Britanniques était dramatique. On est vraiment dans un récit, on a carrément une sensation d'être dans un film. Et que les héros qui sont en train de naître, ce sont les Britanniques, ce sont les soldats, ce sont les divisions légères qui, malgré des sacrifices, continuent à se battre. Clairement là, on a un appel à la fierté et à l'orgueil du peuple britannique. Puis ensuite, il va continuer dans tout le texte avec cet héroïsme, cette épicness qu'il y a dans le discours. Telles étaient les perspectives il y a une semaine. De plus, un autre coup qui aurait bien pu se montrer fatal devait nous accabler. Le roi des Belges nous avait appelés à l'aide. Si ce dirigeant et son gouvernement ne s'étaient pas séparés des alliés qui ont sauvé leur pays de l'extinction lors de la dernière guerre, s'ils ne s'étaient pas réfugiés dans ce qui s'est montré comme une neutralité fatale, les armées françaises et britanniques auraient pu dès le début sauver non seulement la Belgique, mais peut-être aussi la Pologne. Au dernier moment, lorsque la Belgique était déjà envahie, le roi Léopold III, dont on peut voir une photo ici, nous a demandé de venir à son secours. Et même au dernier moment, nous sommes allés. Lui et son armée, brave et efficace, forte de presque 1 million d'hommes, ont protégé notre flanc gauche et ainsi gardé notre seule porte de sortie vers la mer. Soudainement, sans consultation préalable, avec le plus court préavis possible, selon le conseil de ses ministres et de son propre chef, il a envoyé une plénipotentiaire au commandement allemand, a rendu son armée et a exposé tout notre flanc gauche et nos moyens de battre en retraite. Dans ce paragraphe, il fait référence dans un premier temps à la Première Guerre mondiale. Donc quand il dit si ce dirigeant et son gouvernement ne s'étaient pas séparés des alliés qui ont sauvé leur pays de l'extinction lors de la dernière guerre. Donc là, il fait référence à la Première Guerre mondiale où la neutralité belge a été violée en août 1914 par l'Allemagne dans le cadre de son plan Schlieffen. Et qu'une fois que les Allemands ont pénétré le sol belge, les Anglais ont alors déclaré la guerre à l'Allemagne. Ce qui a fait que l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne, mais ce qui a fait que la France, l'Angleterre et la Russie se sont ligués contre l'Allemagne. Donc là, je pense que lorsqu'il parle d'alliés, il fait clairement référence à la France et à l'Angleterre. Puis il fait aussi référence à la capitulation partielle du 28 mai 1940 de Léopold III, c'est-à-dire de l'armée belge, où on a clairement la sensation qu'il rejette pleinement les défaites qu'ont connues les armées jusque-là sur l'armée belge. Bon, là, je vais revenir dessus
un peu plus tard, parce qu'il en reparle encore. Mais bon, là on voit, moi j'ai envie de dire, c'est pas totalement juste ou justifié, mais on reviendra plus tard dessus. Donc on recommence. Le roi des Belges nous avait appelé à l'aide. Les dirigeants et son gouvernement ne s'étaient pas séparés des alliés qui ont sauvé leur pays de l'inspection lors de la dernière guerre, ne s'étaient pas réfugiés dans ce qui s'est montré comme une neutralité fatale. Les armées françaises et britanniques auraient pu dès le début sauver non seulement la Belgique, mais peut-être aussi la Pologne. Churchill là donne une version de la vérité. Mais ce qui pousse la Belgique à entrer en partie dans une neutralité du conflit, c'est aussi l'absence de réaction des Alliés lorsque l'Allemagne a décidé d'occuper de nouveau la Rhénanie en 1936. C'est-à-dire son tissu industriel pour pouvoir se réarmer aux yeux et à la vue de tous. Mais il y a aussi de la part des Belges ce désir de ne pas s'enliser dans une nouvelle guerre. Puis lorsqu'il parle de la capitulation belge, il omet de dire pourquoi il y a eu cette reddition. Qu'est-ce qui a poussé à avoir cette reddition? C'est aussi la bataille de Lys où Churchill a ordonné aux troupes britanniques d'aller à Dunkerque sans concertation avec les Belges et laissant le flanc droit des Belges totalement à la merci des Allemands. Ce qui a entraîné quoi? Ce qui a entraîné une capitulation militaire de la part de Léopold III, dû au fait que les troupes belges ne pouvaient plus continuer le combat, privées de nourriture et de moyens de communication. Mais en plus, ce qu'il est dit encore, c'est que c'était une capitulation qui était militaire et non politique. D'où le fait que le gouvernement belge se retrouvera quand même en exil à Londres. Donc on continue, et là ça va être encore l'héroïsme britannique. J'ai demandé à la Chambre, il y a une semaine, de suspendre son jugement, puisque les faits n'étaient pas clairs. Mais je ne pense pas qu'il subsiste maintenant une raison de ne pas faire notre propre opinion sur ce pitoyable épisode. La reddition de l'armée belge a forcé les Britanniques à couvrir, dans le plus court délai, un flanc sur la mer de plus de 30 000 de long. Autrement, tout aurait été coupé et tous auraient partagé le même sort auquel a condamné le roi Léopold à la meilleure armée que son pays a jamais formée. Ouais, l'armée belge était la meilleure armée que la Belgique n'ait jamais eue. Donc en faisant ceci, en exploitant ce flanc, comme n'importe qui a suivi les opérations sur les cartes peut le constater, le contact a été perdu entre les Britanniques et deux des trois corps composant la première armée française, qui était encore plus loin de la côte que nous ne l'étions. Et il semblait impossible que n'importe quelle troupe alliée d'importance puisse atteindre la côte. L'ennemi nous attaquait de tous les côtés, férocement, et avec une grande force et leur force principale. Leur vaste flotte aérienne, lorsqu'elle n'était pas lancée dans la bataille, était concentrée sur Dunkerque et les plages. Pressant sur l'étroite sortie, aussi bien par l'est que par l'ouest, l'ennemi a commencé à bombarder avec ses canons les plages que seuls les transports pouvaient approcher ou quitter. Ils ont semé des mines magnétiques dans les canaux et dans les mers. Ils ont envoyé des vagues répétées d'aéronefs hostiles, quelquefois plus de 100 par formation, pour lâcher leurs bombes sur le seul quai restant, ainsi que sur les dunes sur lesquelles les troupes ont cherché à s'abriter. Leurs U-boats, ce sont les sous-marins allemands dont on peut voir une photo ici. Donc leurs U-boats, dont un a été coulé et leur embarcation ont fait des ravages dans le vaste trafic qui a commencé. Pendant 4 ou 5 jours, une lutte intense a régné. Toutes leurs divisions blindées, ou ce qui en restait, appuyées en force par l'infanterie et l'artillerie, se sont lancés en vain sur la Pintis, toujours plus petit, toujours plus étroit, sur lequel les armées britanniques et françaises ont combattu. Pendant ce temps, la marine royale, avec l'aide d'innombrables marins pêcheurs, ont mis leur nerf à rude épreuve pour embarquer les troupes britanniques et alliées. Donc là, permettez-moi de vous dire que je vous conseille plus que tout au monde de regarder Dunkerque. Le film est tout simplement génial. Si vous ne laissez pas une petite larme Michel, vraiment, je vous connais pas. C'est pas possible. Donc voilà, il continue. Et alliés. 220 petits navires de guerre et 650 autres vaisseaux ont été impliqués. Ils ont dû opérer sur une côte difficile, souvent dans des conditions climatiques hostiles, sous une grêle presque incessante de bombes et sous un feu d'artillerie de plus en plus nourri. Les mers non plus, comme je l'ai dit, n'étaient pas sans mine ni torpilles. Dans ces conditions que nos hommes ont continué, avec peu ou aucun repos, pendant des jours et des nuits entières, à faire des allers-retours incessants dans ces eaux dangereuses, ramenant avec eux toujours plus d'hommes qu'ils ont secourus. Le nombre qu'ils ont ramené à la hauteur de leur courage et leur sens du devoir. Les bateaux hôpitaux qui ont ramené plusieurs milliers de blessés britanniques et français étant clairement marqués et ont été une cible privilégiée pour les bombes allemandes. Mais les hommes et les femmes à bord n'ont jamais failli à leur devoir. Pendant ce temps,
La Royal Air Force, qui était déjà intervenue dans la bataille aussi loin que sa portée le permettait de sa base, a utilisé une partie de ses avions de chasse et a frappé les bombardiers allemands ainsi que le grand nombre d'avions de chasse qui les protègent. Cette lutte a été longue et féroce. Soudainement, le champ était libre. Pour un instant, mais seulement pour un instant, le fracas et le tonnerre se tuent. Il est clair pour nous que toute cette miraculeuse délivrance a été obtenue grâce à la valeur, la persévérance, la parfaite discipline, le service sans faute, les ressources, le talent et l'inébranlable fidélité. Donc là, il y a clairement l'éloge des Britanniques, des gens de la Royal Air Force. Donc le miracle dont il parle est en partie dû aussi à Hitler et au général von Rundstedt qui ont décidé d'arrêter les troupes de l'armée de terre et laisser seulement l'aviation s'occuper des soldats entrant à Dunkerque. Là, ils voulaient sauvegarder toute l'aviation pour conquérir le reste de la France et surtout, selon certaines sources, il est dit qu'ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça de soldats alliés à Dunkerque.